Bonjour à tous, merci d'être là. On va commencer ces états généraux du revenu de base par une première conférence pour poser déjà la question de « mais en fait pourquoi ?» Parce que un revenu de base, alors nous on va dire revenu de base, en tout cas c'est les mots qu'on utilise au mouvement français pour le revenu de base, parce que c'est un terme générique, c'est tout simplement la traduction de basic income en anglais, et donc ça nous permet au mouvement français pour un revenu de base de défendre une idée. Donc c'est l'idée de donner à chacun, de sa naissance à sa mort, suffisamment pour vivre. Ça tombe sur son compte à son propre nom, de façon individuelle. C'est inconditionnel. Vous travaillez pas, quel que soit votre genre, quel que soit votre profil, n'importe, vous le recevez. Et alors ça peut être mensuel. C'est souvent la proposition qui est posée, mais ça peut être autre chose aussi. Et c'est surtout toute la vie. Donc c'est individuel, contrairement à certaines aides aujourd'hui qui sont familialisées. Et c'est aussi inconditionnel, contrairement à des aides qui sont soumises à... voilà, il faut prouver qu'on est pauvre pour pouvoir l'avoir, et avec tout le système de stigmatisation. Donc pour faire vite, on y a donc une définition au niveau national qui rejoint la définition européenne, qui rejoint la définition internationale. Donc au niveau européen, il y a l'association UBI, et au niveau international, il y a l'association BIAN, Basic Income Earth Network. Donc on est affiliés et tous ensemble, on travaille, quel que soit notre périmètre, à défendre cet outil. Finalement, c'est un outil, c'est un levier. Mais on va voir dans cette première conférence que c'est bien plus que ça, puisqu'on revendique non pas seulement juste un petit changement dans la fiscalité, etc., mais un vrai droit humain, un nouveau droit humain. Et donc c'est par cette entrée qu'on vous propose d'approcher cette idée et cet outil. Et pour ce faire, merci beaucoup Guillaume Batelier d'être présent avec nous, qui est en même temps maire, en même temps économiste et en même temps philosophe. Bonjour à tous et à tous. Alors, je ne suis pas économiste, les économistes vont me tomber dessus sinon. Politologue, c'est déjà bien. Voilà, effectivement, plus sur la philosophie politique. Alors, en préparant la conférence hier, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien vous apprendre que vous ne savez pas ? Parce que là, je me retrouve quand même devant un public un peu expert, devant un public en tout cas qui adhère à l'idée. Et puis, si on part de tout ce que l'on dit actuellement, vous seriez dans le biais de confirmation. Je vous apprendrai des choses que vous avez envie d'apprendre et ça confirmerait vos idées, vos hypothèses et vos envies. Alors, je n'aurais pas grand-chose à vous apprendre sur le non-recours, je n'aurais pas grand-chose à vous apprendre sur ce que moi j'appelle la lutte contre l'industrie de contrôle, le fait que l'on passe d'une administration à l'autre, ce que j'appelle moi-même le parcours du combattant des précaires. J'aurais pas grand-chose à vous apprendre sur le fait que c'est bien pour lutter contre la pauvreté, la précarité, la marginalité, que c'est individuel, etc., comme vous l'a dit Virginie. J'aurais pu vous parler de tout ça, bien évidemment, mais j'en suis persuadé, je ne vous aurais pas appris grand-chose. Alors, je vais profiter de statut de philosophe politique, politologue, plutôt pour vous parler de la justification morale, en fait, du revenu de base et ce que j'implique en matière de justification morale. Je pense que nous sommes dans une période qui a besoin que nous parlions de philosophie politique, que nous parlions de justification morale. Nous avons eu un débat il n'y a pas plus tard que quelques jours avec Yannick van der Bort, que vous devez connaître, et Marc de Basquiat, que vous connaissez aussi. Marc de Basquiat ayant par exemple participé il n'y a pas très longtemps à une conférence organisée par un think tank, Iliad, qui est un think tank droite, extrême droite, conservatrice. Et puis le débat entre nous trois par mail cette semaine, c'est-à-dire est-ce que l'on peut ou pas discuter avec tout le monde de cette idée. Yannick et moi étions plutôt du fait que nous n'aimions pas trop le faire. Marc était plutôt très libéral sur la question, de se dire il fallait le faire. Mais ce qui était au cœur de tout ça, c'est que finalement... vous avez 300 personnes qui attendent de parler de ce revenu de base, qui attendent de Marc, par exemple, d'apprendre beaucoup de choses sur cette belle idée, mine de rien. Mais à la fin, on se dit, mais si on n'a pas tout à fait la même justification morale de départ, on n'en fera peut-être pas la même chose dans la société. Et moi, c'est ce qui m'intéresse de savoir si on est toutes et tous d'accord sur le point de départ. Mon collègue Étienne Filleul, tout à l'heure, disait... on a une belle, grande idée, d'accord ? On peut l'implémenter, on peut discuter de beaucoup de choses. Il n'empêche que
suivant où on est sur le spectre politique ou ailleurs, on ne va pas se saisir de la même manière de cette belle et grande idée. Donc mon point de départ, si vous le voulez bien, c'est de se dire, et je construirai un peu comme ça, et Virginie n'hésitera pas à me relancer, d'abord, pourquoi devrions-nous moralement, finalement, défendre un revenu de base ? Oui, pourquoi ? Alors pourquoi ? Eh bien justement, je vais peut-être faire un petit détour. Moi je me suis largement intéressé, en tout cas quand j'ai écrit ma thèse là-dessus, sur la question de l'égalité avant tout. Je pense qu'il est pas mal de se remettre comme horizon moral, hein, c'est ce que disent les juristes philosophes Ackermann et Alstott. Peut-être que vous connaissez aussi cette définition. Alors ils parlent de The Stakeholder Society, hein, qui est justement plutôt une défense de la dotation en capital, j'en dirais quelques mots. Ils parlent finalement de l'égalité comme horizon moral. Moi je pense qu'il est important de redire aujourd'hui que la perspective que nous prenons, en tout cas celle que je propose, est une perspective d'égalité. Et si on va un peu plus loin, parce qu'une fois qu'on a dit égalité, on peut dire beaucoup de choses et on peut mettre beaucoup de choses. Finalement, un libertarien peut être parfaitement égalitaire, hein, il veut la même égalité et les mêmes droits pour tout le monde, de conserver ses propres droits et d'assurer sa propre liberté, mais il ne veut pas, par exemple, de redistribution. Donc c'est une question de définition de départ. Et moi, je pars de l'égalité avec Ronald Dworkin, philosophe constitutionnaliste américain, commentateur aussi de John Rawls, que vous devez largement connaître, et il parle de cette idée d'égale attention, le fait que le gouvernement, l'État, la société doit avoir une égale attention à l'égard des individus qui la composent, que ce soit d'abord peut-être les citoyens, mais pas uniquement, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc cette question d'égale attention est aussi portée par le fait que Ronald Dworkin dit que l'égalité est la vertu souveraine. C'est celle qui devrait mobiliser toutes nos politiques publiques, c'est celle qui, dans des constitutions démocratiques, doivent être au cœur de notre dispositif. Et puis Ronald Dworkin fait un point très intéressant sur la différence qu'il peut y avoir, notamment dans la question redistributive, entre les choix, d'une part, et les circonstances, d'autre part. Les choix, finalement, c'est ce qui relève de nos décisions, de nos prise de décision, c'est ce qui relève de nous. Il parle de responsabilité spéciale par rapport à cela. Et puis, finalement, pour nous, la question du choix, elle n'est pas conceptuellement véritablement critiquable. Elle peut être parfois questionnable, mine de rien. Il pourrait y avoir des scénarios hybrides autour de la question du choix. Est-ce que véritablement tout ce que l'on fait est un choix ? L'exemple que je prenais il y a très longtemps maintenant, c'est le choix d'aller au casino, de mettre la première pièce dans la machine à sous, dans le bandit manchot. C'est peut-être un choix. Le fait d'y retourner tous les jours et de gaspiller toute sa retraite, je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit un choix, par exemple. C'est un peu comme quand je scrolle. Je fais le choix d'aller sur telle plateforme, mais finalement, je suis un peu manipulé pour Je suis un peu manipulé et on pourrait reprendre la chose de manière identique pour beaucoup de choses que l'on considère d'un point de vue sociétal comme des choix et qui finalement sont un peu plus que ça, mine de rien. Donc c'est critiquable, mais c'est finalement moins mon propos. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va considérer comme étant les circonstances. Pour lui, les circonstances, justement, a priori, conceptuellement, c'est ce qui n'est pas et ce qui ne relève pas de nos choix personnels. C'est quelque chose qui procède davantage de forces extérieures à notre individualité. Alors la question centrale, pour moi, de la justification morale, c'est finalement qu'est-ce qui pourrait justifier la mise en place d'un revenu de base avec cette question des circonstances. Je pense que dans la salle, personne, en tout cas, ne devrait pouvoir lever la main, à part si on parle de métaphysique, en disant « j'ai choisi de naître ». Et la question du fait de « nous n'avons pas choisi notre naissance, nous n'avons pas choisi nos parents, nous n'avons pas choisi la famille », ça doit vous rappeler une chanson très connue. On la refera peut-être à la pause, quand on aura le droit d'aller boire un coup au bar. Mais pour moi, finalement, la question de la naissance, c'est la mère de toutes les circonstances. Et à partir du moment où nous naissons et que nous prenons en compte que nous n'avons pas choisi de naître, à ce moment-là, la société pourrait nous devoir quelque chose, parce qu'elle doit pouvoir compenser le fait que nous n'avons pas choisi de naître. Donc finalement, c'est une question d'égalité, c'est une question d'universalité, c'est une question d'individualité aussi. On naît individuellement, on naît avec des droits universels, au moins dans nos constitutions démocratiques.
D'accord, les droits de l'homme étant les textes principaux par rapport à cela, mais aussi nos constitutions qui en découlent et d'autres textes. Et donc finalement, c'est bien une question au cœur de notre société que nous devons reposer. Si nous naissons avec des droits qui sont des droits plus formels, la liberté d'expression, même si elle ne s'enclenche pas tout de suite, finalement, qu'est-ce que la liberté d'expression quand nous naissons, ou qu'est-ce que le droit de vote quand nous naissons? Parfois, ce sont des droits qui sont posés comme des promesses démocratiques au moment où nous pourrions les déclencher, c'est-à-dire à 18 ans, j'ai le droit de vote par exemple. Ce sont des promesses démocratiques. Et la question que je pose moi-même à travers cela, c'est quelle pourrait être en matière de justice sociale la promesse démocratique qui pourrait permettre aux uns et aux autres de pouvoir naître librement, de pouvoir naître à égalité et de pouvoir jouir plus loin de cette promesse démocratique. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, à partir des textes qu'on a déjà, la Déclaration des droits de l'homme dit déjà qu'on est libre et égaux en droit, finalement, cette idée de revenu de base serait un renforcement concret, parce qu'on a le droit sur le papier, mais concrètement, on voit bien que ça n'existe pas du tout, que jeunesse à Alfortville ou, ou ailleurs, on n'a pas du tout, ou dans telle ou telle famille, ça questionne aussi l'héritage, qu'il soit financier, culturel, etc. Ce que j'entends, c'est qu'un revenu de base, finalement, reviendrait à réaffirmer le lien entre la communauté et chaque individu dès sa naissance, en disant, voilà, on t'accueille et on prend soin de toi parce que tu es une partie du nous. Et du coup, ça induit, mais par d'abord une forme de confiance de la communauté vers l'individu, plutôt que ce qu'on a aujourd'hui, de dire que l'individu doit faire sa place, doit faire ses preuves pour mériter d'avoir ses besoins nourris. Ça rejoint ça ? C'est bien, oui, bien sûr. C'est bien évidemment la question qui est au cœur de ce que dit Dworkin sur l'égale attention. Notamment, si on le prend d'un point de vue philosophique, l'égale attention, c'est de dire que nous portons une attention égale, donc la société porte une attention égale à tous ses enfants, à tous ceux qui naissent, à tous ceux qui constituent la société. Rien que le fait de le dire, et ce petit glissement, il n'est pas anodin. Simplement de parler de l'égalité des droits ou l'égalité de droits, suivant comment on veut donner l'acception, et de le passer sur la question de l'égale attention, rien que cela, philosophiquement, ça montre qu'il y a quelque chose qui va dans les deux sens, et quelque chose qui est beaucoup plus dynamique que simplement, tiens, il y a les droits de l'homme, c'est comme ça, c'est posé. Donc ce point de départ, à mon sens, il est essentiel parce que la société, la communauté, c'est avant tout un corps vivant. Et ce corps vivant, on doit le prendre comme tel, et on doit le comprendre comme tel. Mais alors du coup, concrètement, parce que là, les mots existent déjà, là tu proposes un glissement philosophique pour vraiment se les approprier. Alors concrètement, et on va peut-être passer dans le comment, finalement, on met en œuvre les choses, en tout cas c'est ma proposition, elle peut être largement discutée, c'est que si on part du principe qu'il y a une égale attention accordée aux enfants et à leur naissance, on doit pouvoir mettre en place un mécanisme qui est un mécanisme de promesse démocratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'égalité des droits. Ça doit pouvoir s'incarner dans un mode redistributif qui ne soit pas un mode redistributif aléatoire, c'est fais-toi ta place dans la société, comme ce que tu disais, mais comme quelque chose qui doit garantir avant tout l'essentiel de nos conditions d'existence dans l'avenir de la société. Moi, je défends davantage, et je vais le dire pourquoi, la terminologie revenu d'existence que revenu de base. Pour une raison simple, c'est que je pense que d'un point de vue philosophique, la question de l'existence est un point de vue plus élevé, peut-être plus abstrait, mais qui porte davantage que la question d'assurer en fait la base de quelque chose. Donc c'est quelque chose qui projette davantage, donc d'un point de vue philosophique. Et ce que je défends, c'est la mise en place d'un revenu de base pour toute la vie. On le sait, il y a plusieurs hypothèses. Certains, c'est à partir de la majorité. D'autres, c'est inclus dans les prestations familiales. D'autres pensent qu'il faut des dotations capitales, justement, et que ce n'est pas le revenu de base. Et la dotation en capital pourrait être convertie ensuite en revenu de base. Donc il y a plusieurs hypothèses, et c'est tant mieux dans un mouvement vivant que d'avoir plusieurs hypothèses sur la même idée générale de base, parce qu'on parle quand même de la même idée générale de base, et d'avoir ces hypothèses-là. Moi, ce que je propose, c'est la mise en place d'un revenu d'existence pour toute la vie, et c'est une question simplement de modalité qui va permettre en fait ce revenu d'existence d'être délivré. Et pour le faire, c'est que je pense que le point de départ, c'est de considérer que si on a la promesse même de quelque chose qui est décalé, cette promesse doit déjà être réalisée. En somme,
le revenu de base ou le revenu d'existence ne cesse jamais d'être délivré. Il est simplement reporté, dans mon hypothèse, à 18 ans, 18 ans étant un âge formel que je pose comme tel, mais ça pourrait être 16, ça pourrait être 21, on pourrait discuter de toutes ces modalités-là. Et il est pour moi capitalisé de 0 à 18 ans sur un compte. D'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'inventer toujours des choses. Nous avons le compte personnel d'activité. Pourquoi pas le poser comme tel, comme étant le repère symbolique de là où nous pourrions mettre ce capital d'émancipation. Et à partir de ce moment-là, il est capitalisé de 0 à 18 ans. Il peut et il doit être délivré à 18 ans comme une dotation en capital. Et à partir de 18 ans, le revenu d'existence ou le revenu de base, comme on l'appelle, est un revenu qui est mensuel, individuel, sans condition, sans contrepartie, comme nous le défendons toutes et tous. J'ai déjà eu ce débat et cette discussion avec Philippe Van Parijs, parce que dans son livre, j'en parlais à Yannick van der Bort l'autre jour, il rejette la question des dotations en capital. C'est un vieux débat qu'il a eu avec Ackermann et Alstott, en disant eux, ils proposent les dotations en capital, moi je propose un revenu d'existence qui permet bien de lutter contre la pauvreté, l'ornière du chômage, enfin tout ce que vous connaissez déjà. Et de ce débat, je me suis toujours dit, et je l'ai dit à Philippe Van Parijs, mais finalement, pourquoi opposer les deux systèmes? Bon, j'ai jamais eu de réponse formelle. Je ne sais pas si c'est un aveu, j'en sais rien. En tout cas, j'espère en tout cas un jour pouvoir le défendre davantage, parce qu'il n'y aurait pas d'opposition, selon moi, dans cet argument de synthèse. Finalement, on pourrait nourrir un capital d'émancipation et conserver la force du revenu d'existence. En somme, le revenu d'existence ne cesse jamais d'être délivré, il est simplement reporté comme tel. On pourrait nourrir une dotation en capital entre 50 et 60 000 euros pour chaque enfant, rééquilibrer l'héritage, dont parlait tout à l'heure mon collègue et ami Étienne Filleul, la question de l'héritage. On pourrait repartir là-dessus de Atkinson, le philosophe économiste anglais. On pourrait reparler aussi des travaux qui sont ceux de Thomas Piketty sur la question de l'héritage pour tous. Le point essentiel, à mon avis, c'est de devoir rééquilibrer autour de deux objectifs politiques. Certes, le revenu d'existence n'est jamais et ne cesse jamais d'être délivré, mais c'est bien pour moi deux objectifs politiques et deux objectifs philosophiques différents qui sont déclenchés. Pour moi, le revenu de base, celui qu'on connaît, celui que vous défendez, est un revenu de base qui est là pour garantir la dignité, qui est là pour garantir les conditions essentielles de l'existence. Et la force du capital d'émancipation, c'est justement de pouvoir rééquilibrer l'héritage, rééquilibrer les questions du patrimoine, de faire en sorte de permettre l'émancipation pour toutes et tous. C'est le starter de départ. Donc je ne vois pas pourquoi on se priverait finalement d'avoir plus dans la réflexion et conceptuellement, avec une même justification morale de base, parce qu'on défendrait l'un ou l'autre des systèmes, alors que l'on pourrait avoir un système parfaitement intégré. Ce que je comprends, c'est que le revenu de base, entre guillemets, serait comme un socle, une sécurité continue, et le revenu d'émancipation serait comme un tremplin, à un moment donné, particulier, où on est censé prendre, ou en tout cas pouvoir prendre son envol et se construire professionnellement, personnellement, etc. L'idée que je défends, effectivement, c'est de dire qu'on aurait tort de se passer de cette idée de tremplin et du rééquilibrage de l'héritage et du patrimoine. Je pense que l'on peut le faire dans la même proposition. Et c'est vraiment cette force conceptuelle. J'ai mis des années et des années avant de finalement arriver à lier les deux de cette même manière. J'appréciais particulièrement la réflexion autour des dotations en capital, mais je trouvais qu'elle avait une forme de faiblesse, notamment sur le fait que, d'un point de vue libéral, on peut la transformer en revenu de base, et puis finalement, on pourrait la dilapider, on pourrait faire autre chose, mais comme on pourrait faire avec un héritage classique. D'ailleurs, on ne pose aucun jugement moral sur l'utilisation du capital de ceux qui touchent un héritage. Aucun jugement moral. Donc je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, on en poserait sur une autre vision des choses. À partir du moment où ça n'est pas une aide sociale et que c'est un droit acquis, je pense qu'il n'y a pas forcément de jugement moral. Il peut y avoir une certaine neutralité. On peut peut-être davantage travailler, et ça c'est la proposition qui est faite, sur le service public à l'éducation, sur l'éducation autour de ce qu'est un budget, de l'argent, ce genre de choses. Ça, je pense que c'est un élément renforçant. Mais il n'y a pas lieu, à mon avis, d'opposer totalement, si on considère que ce sont bien deux objectifs différents,
deux objectifs politiques et philosophiques, mais une même idée de base qui est à l'origine. Je rajouterais peut-être pour l'éducation, une éducation à la liberté. Apprendre à apprivoiser sa liberté. Alors comme je suis prof, je vais parler un peu de l'éducation nationale et c'est vrai qu'on est toujours en tension entre leur apprendre à obéir pour accepter des règles et puis faire passer des savoirs qu'on estime importants et en même temps leur apprendre à justement à apprivoiser progressivement de façon sécurisée le plus possible, etc. cette émancipation, cette liberté, parce que ça peut faire peur et on le voit aujourd'hui, il y a certains discours où on voit bien que la liberté soit de soi-même, soit trop de liberté pour les autres, ça fait très très peur. Et donc j'entends aussi qu'il y a non seulement apprendre à compter toute la vie, et là ce serait plutôt sur le côté revenu de base socle, mais aussi apprendre à savoir faire ses propres choix, savoir risquer, savoir chercher la sécurité. Enfin, il y a un équilibre qui s'apprend, quoi. Je crois que le terme que tu utilises est le bon, c'est la question de la sécurité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut sécuriser justement ces parcours intellectuels, cognitifs et autres. Mettons-nous à la place d'un jeune qui sait, à l'âge de 12-13 ans, qu'à 18 ans, il pourra avoir un héritage quoi qu'il arrive, qui est redistribué. Ça, c'est un effort avant. cognitif déjà. Essayez Voilà. de vous souvenir quand vous aviez cet âge-là. Ouais. Mais le fait est que vous pouvez davantage vous projeter sur ce que vous voudriez. Alors ça n'enlève pas le fait qu'il faut qu'il y ait de l'éducation autour de cela, mais comme pour tout, d'une certaine manière. Si on le dit pour une chose, il faut le dire pour toutes les autres choses. Quel est aussi l'impact que des parents peuvent avoir au niveau cognitif et psychologique de savoir qu'ils n'auront pas à se saigner, pour certains, pour que leurs enfants réussissent? Alors, moi j'ai quelques réponses, parce qu'au MFRB on fait beaucoup d'éducation populaire, on rencontre beaucoup de gens qu'on interpelle avec cette idée, et il y a notamment beaucoup d'étudiants qui disent je pourrais faire les études, déjà des études, pas forcément sans travailler, ça serait plus facile. Et il y a aussi des parents qui du coup se disent puisque mon enfant sera sécurisé, je n'ai pas besoin de bosser comme un dingue toute ma vie, de mettre de côté pour qu'il ait un héritage, et je peux passer plus de temps avec lui en fait. C'est ça, et puis il y a des belles phrases, il y a une phrase que j'adore, c'est les voyages forgent la jeunesse, d'accord ? Assez bizarrement, ceux qui ont de l'argent, c'est bien que leurs enfants voyagent. Par contre, ceux qui n'ont pas d'argent, on n'a pas forcément envie qu'ils aient de l'argent pour qu'ils voyagent. Ils ne vont pas dépenser l'argent n'importe comment, qu'ils aillent travailler ou qu'ils aillent faire autre chose. Ces doubles discours sont toujours un peu inadéquats, mais c'est comme quand l'utilisation de l'héritage dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'argent n'a pas tout à fait la même valeur qu'on en a ou qu'on n'en a pas ou qu'on doit le redistribuer. Donc il faut vraiment reposer cette question centrale. Mais je suis intimement convaincu qu'un jeune aujourd'hui, quelle que soit son origine, qui voyage, apprend sur le monde, apprend sur les autres, apprend sur l'ouverture, sur l'altérité, et donc a davantage de capacité de se projeter. Et pour moi, l'utilisation par exemple du capital d'émancipation peut être discutable ou discutée. Elle devrait être le plus neutre possible sur l'utilisation de l'argent. Elle pourrait par contre être orientée soit par l'éducation, soit, et ça c'est un débat que j'ai eu avec certains collègues, notamment députés avec qui je parlais, sur le fait qu'on pourrait avoir une partie qui est en bon de tirage. Par exemple, une partie qui soit donnée pour la formation, c'est-à-dire qu'il y ait des sous-capitaux à l'intérieur du capital d'émancipation avec des parties orientées pour la formation, pour les voyages ou autre chose. Je ne sais pas encore, parce que finalement, à chaque fois que l'on rajoute des conditions, on repose le problème de la conditionnalité, c'est QFD. Donc la grande difficulté, c'est plutôt, à mon avis, de savoir ce que l'on peut faire librement et individuellement sur cet argent. Ce que proposent Ackerman et Alstott est d'ailleurs assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils proposent de ne pas le délivrer d'un seul coup. En somme, la première fois vous avez fait n'importe quoi, voilà. Alors encore une fois, n'importe quoi, assez bizarrement, quand vous avez de l'argent, vous pouvez faire n'importe quoi, et quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Donc il y a aussi un jugement moral un peu différent. Mais ça peut être aussi des soupapes de sécurité qui permettent de faire réfléchir, qui permettent de reprendre, se dire finalement j'ai un peu craqué, ça m'a fait du bien, mais en fait maintenant j'ai envie de construire ma vie, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour acheter un appartement, pour faire des voyages, pour faire des études, etc. Par contre, il y a quand même un effet de bord sur lequel il faut faire très attention. C'est que quand on défend tout cela,
il faut le défendre de manière plus républicaine, moins libérale justement, et de toujours croire au service public. La semaine dernière, on était invité, Guy Valette était aussi à mes côtés la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour une discussion un peu ouverte sur ces questions-là. Et je disais, mais finalement, le service public à la française, c'est un revenu de base qui ne dit pas son nom. Sauf que l'argent qu'on ne reçoit pas, c'est l'argent que nous n'avons pas à dépenser pour avoir des services à égalité et à universalité. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le réaffirme. Il faut à chaque fois que l'on se batte en même temps que l'on se bat pour le revenu de base, pour le service public. Et pour moi, c'est capital. C'est-à-dire que mieux vaut avoir un revenu de base plus faible et des services publics toujours garantis avec un égal accès, avec de la qualité, qu'un revenu de base beaucoup plus élevé et un effet de retrait par rapport au service public. Nous ne devons jamais rien lâcher sur la question du service public, j'en suis convaincu. Voilà, donc c'est aussi un effet de bord sur lequel il faut faire très attention. Et le capital d'émancipation lui-même, s'il n'y a pas l'éducation, le réseau éducatif qui joue, des parents qui sont aussi bien formés, etc., c'est une vertu sociétale à retrouver par rapport à l'éducation à l'argent, eh bien, on sera nous-mêmes aussi en faillite morale avec une idée qui aurait pu être une belle idée, mais qui serait finalement complètement dévoyée. Et c'est ce qu'attendent généralement les libéraux et les conservateurs de notre idée. Après, si on regarde les expérimentations, mais il y aura une conférence là-dessus que je vous invite à regarder, on voit que quand les gens, on leur fait confiance en leur donnant de façon inconditionnelle, j'insiste vraiment sur le côté inconditionnel, il n'y a pas de « il faut, je dois », il n'y a pas... En fait, ils prennent plus leurs responsabilités. Il y a les achats compulsifs qui chutent, pas d'alcool, etc. Par contre, des investissements à long terme, notamment, alors par exemple les voyages, mais surtout les enfants, le logement, etc. C'est assez flagrant, quoi. C'est la notion même de projet de vie que défendent certains philosophes, mais dans le mot projet, il y a le fait de se projeter. Avoir un projet, c'est pas prendre son smartphone et acheter de manière compulsive des vêtements. Avoir un projet, c'est de pouvoir toujours avoir cette capacité cognitive d'aller au-delà de l'immédiateté. Ce qui va devenir compliqué, par ailleurs, avec la société dans laquelle on est, évidemment. C'est d'ailleurs le point de vue de mon prochain livre, le revenu d'existence à l'ère du numérique. Comment on est capable de rappeler que l'être humain est avant tout un être géographique, mais aujourd'hui un être géographique qui est, comme le dirait l'être géographique, ça vient d'Augustin Berg, qui est un géographe qui fait quelques incursions dans la philosophie et qui fait rentrer la philosophie dans la géographie. Mais finalement, quand on considère qu'on est un être géographique, aujourd'hui, on va se retrouver sur des paradoxes, parce que notre géographie, c'est celle de notre salle aujourd'hui, c'est celle de nos interactions, mais c'est celle qui nous est donnée dans cet océan d'information, dans notre océan d'interaction, dans cet océan de valorisation monétaire, au nom d'une certaine gratuité. Je dis souvent à mes étudiants, mais assez bizarrement, Google, Facebook, tout ça, c'est gratuit, mais elles sont valorisées à des milliards. C'est qu'on s'est quand même globalement fait arnaquer, quelque part. Donc je leur dis, il y a quand même quelque chose. Donc peut-être que cette arnaque, on peut ramener un peu l'argent à la maison et faire en sorte au moins qu'il y ait une forme de rééquilibrage. On disait tout à l'heure, il n'y a pas d'argent, on cherche 40 milliards, mais je mets autant de patrimoine accumulé, autant de richesses, autant de valorisation en capital de ces entreprises. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu bizarre, quelque chose de baroque. Et cette notion de territorialité, à mon avis, il faut la questionner. Là, je vous donne un peu de spoil sur le prochain livre, mais aussi matière à réfléchir. Nous devons à chaque fois repenser l'individu dans sa territorialité et savoir comment il peut rester ancré, enraciné dans son territoire, bien qu'il ait un océan numérique, mais ne jamais, et ça c'est l'autre problème, toujours l'effet de bord, ne jamais tomber dans le conservatisme de l'ancrage territorial aussi. C'est-à-dire que beaucoup de conservateurs aujourd'hui ont envie de nous ramener à cet ancrage territorial et de dire ma nation, ma patrie, ma ville, ma communauté, etc. Donc il faut faire très attention aussi à ça. Quelques pistes d'ouverture ? C'est en tout cas les pistes d'ouverture, de réflexion que je porte aujourd'hui. La justification morale du revenu de base ne devrait plus être pensée indépendamment de la nature même de l'individu et de sa reconfiguration dans la société du numérique. Nous avons une nouvelle toile de fond, nous devons l'investir, nous devons l'investiguer et nous devons porter des choses. On doit résoudre finalement une nouvelle équation avec cette société à l'ère du numérique. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces justifications morales qui ancrent l'individu à travers sa naissance. Eh bien, comment on continue et comment on fait en sorte que l'individu
constituent encore une part de ce grand tout ancré dans la société, tout en n'enlevant pas, bien sûr, toute la force aujourd'hui du numérique qui nous apporte aussi du bien-être. On ne peut pas non plus se le cacher. Merci. Alors, je vous renvoie à d'autres conférences et d'autres tables rondes dont on a pu aborder rapidement quelques thèmes, notamment revenus de base et intelligence artificielle. Donc, tu pourras aussi t'y retrouver. Et sur les structures plus particulières de revenus de base possibles, il y a une table ronde sur revenus de base et revenus minimum garanti et une autre sur la sécurité sociale universelle. Et tant d'autres que je vous invite à aller consulter aussi. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci à toutes et à tous de votre écoute.